va prendre la session de l'après-midi. On commence par Xavier Guchet, qui est professeur ici à l'UTC en philosophie et qui va nous parler d'objets et d'artefacts, sauf si ça a changé entre-temps. Mais... Donc c'est parti pour 45 minutes. Je te ferai un petit film 5 minutes avant si besoin. D'accord. De toute façon, Ah bah voilà. Je vais essayer de m'auto-réguler dans la mesure du possible. Bien, merci Cléo, bonjour. Mon titre n'a pas changé. Je vous parlerai effectivement de ce couple de concepts, objets techniques et artefacts techniques. L'exposé que je vais faire s'appuie en grande partie sur le texte que j'ai fait parvenir à Cléo et que vous avez dû trouver dans le livret. Je ne vais pas reprendre ce texte de manière cursive, mais je vais reprendre un certain nombre de points avec 3 objectifs. Donc le premier, c'est de mettre en tension ces 2 concepts et surtout d'essayer d'expliquer pourquoi c'est intéressant de les distinguer. Mon deuxième objectif, qui s'inscrit également dans une sorte d'atmosphère générale ou d'esprit général qui baigne ce séminaire, c'est de revenir sur le concept de Simondon. Simondon est un auteur qui manifestement est extrêmement présent dans nos discussions et à l'UTC en général, historiquement, je veux dire aussi. Donc revenir sur ce concept d'objet technique chez Simondon, puisque c'est précisément chez Simondon que je vais essayer de trouver un concept d'objet technique, ou en tout cas un certain nombre de catégories d'analyse qui vont pouvoir être mises en tension avec un concept d'artefact qui est aujourd'hui au cœur d'un certain nombre de développements en philosophie des techniques depuis une vingtaine d'années. Et troisième objectif donc, de mon exposé, c'est de vous présenter de manière succincte ces développements en philosophie des techniques contemporaines orientés vers une philosophy of artifacts ou of technical artifacts, vous dire en quoi ça consiste, ce que visent les auteurs qui se sont engagés dans cette voie depuis une vingtaine d'années et montrer peut-être, en m'appuyant sur Simondon, donc comment on pourrait dépasser certaines limites de ce concept d'artefact tel qu'il est aujourd'hui élaboré. Bon, pour situer le propos et pour situer aussi ce problème dans le cadre du séminaire, je reviendrai sur la présentation d'Éric Boéda. Il va servir très très bien, vous allez voir, pour introduire ces 2 termes, ces 2 concepts. Vous vous souvenez, Éric Boéda a présenté tout son travail à partir d'une approche évolutionniste de la technique visant à classer dans des séries alors les quoi? D'abord, les êtres techniques, des choses. Quand on gratte la terre et qu'on exhume une chose, un caillou, on n'a pas encore de la technique. Le premier travail du préhistorien, la première difficulté, c'est de distinguer, avoir des critères pour cela, bien sûr, de distinguer ce qu'on appelle un néolithe d'un artefact. Un néolithe, c'est un galet éclaté, mais par des mécanismes naturels, parce qu'il a subi des chocs, parce qu'il a subi une érosion, par exemple, s'il s'agit de pierres polies. Eh bien, il s'agit d'avoir des critères pour distinguer un artefact à proprement parler, c'est-à-dire ce qui est issu d'une fabrication humaine, d'un néolithe, d'une production naturelle. Mais quand vous avez un artefact, vous n'avez pas encore un objet technique. Quand vous avez un artefact, vous avez un biface. Quand vous avez un artefact, vous avez une lame, éventuellement. Mais Éric Boéda a présenté tout à fait autre chose. Éric Boéda nous a présenté quelque chose qui distingue à l'intérieur de l'artefact plusieurs parties, plusieurs éléments, plus ou moins bien coordonnés. La partie tranchante, la partie préhensée, la partie transmettrice de l'énergie. À partir de là, il a pu constituer des lignées. Sur un même profil de silhouette, une même silhouette, on peut construire différentes lignées. On peut identifier des étapes successives dans le développement de la lignée ou l'évolution de la lignée, de l'abstrait au concret, suivant l'approche productrice de l'artefact, c'est-à-dire suivant que la partie tranchante, la partie préhensée, la partie transmettrice de l'énergie ont été pensées séparément ou bien au contraire de manière coordonnée par le fabricant. Donc vous n'avez pas un objet technique par le simple fait d'avoir quelque chose d'identifié comme artefact. Vous avez un objet technique quand vous avez des catégories qui vous permettent d'analyser votre artefact de façon
à pouvoir en construire des classifications d'ensemble, des catégorisations d'ensemble, avec pour finalité, Eric Boëda n'a pas insisté là-dessus, mais c'est fondamental, pour finalité de pouvoir poser des questions ensuite sur le fabricant. Qui était-il? Pourquoi est-ce que brutalement, sur tel territoire, on connaît très bien les fabricants, on a exhumé des ossements, pourquoi sur tel territoire, brusquement, la lignée s'interrompt? Il faut avoir évidemment la lignée dans son ensemble, le modèle, pour dire qu'à un moment ça s'interrompt et qu'il s'est donc passé quelque chose. Il y a peut-être une migration, un abandon du territoire, quelque chose s'est passé. Peut-être de nouvelles techniques sont arrivées par des migrants qui ont fait passer d'une lignée à l'autre. Bref, le concept d'objet technique n'est pas simplement ce qui est donné, ce que vous avez sous les yeux, ce n'est pas l'artefact au sens de ce qui est exhumé sur un site de fouille et qu'on identifie comme n'étant pas un néolithe mais comme étant issu d'une fabrication humaine. Un objet technique, c'est quelque chose de construit, c'est donc un concept qui permet d'appréhender de manière critique, c'est-à-dire en assurant la sécurité d'une documentation de façon à faire dire quelque chose de sécurisé à ce que vous avez sous la main, devant les yeux, un concept critique qui permet de reconstruire, alors il a parlé de mémoire, de reconstruire une mémoire, la mémoire, qu'elle soit technique, qu'elle soit sociale, éventuellement quand on peut, des fabricants. Il faut retenir trois choses. Premièrement, cette idée du caractère non donné. Ce n'est pas un donné immédiat, un objet. Si je vous pose la question de façon spontanée, qu'est-ce qu'un objet technique, ou montrez-moi des objets techniques, vous allez effectivement me montrer des choses que vous avez sous les yeux. Ça, c'est un objet technique, ça, c'est un objet technique. Chez quelqu'un comme Boëda, et vous allez voir, chez Simondon, c'est pareil, chez Leroy-Gourhan, c'est pareil, le concept d'objet technique est une construction conceptuelle. Ce n'est pas du donné immédiat. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, ce concept d'objet technique est, pour être construit comme objet, justement, est détaché du producteur. L'artefact renvoie au producteur, renvoie à celui qui a fabriqué. Artefact, fabriqué par art, ou dans les règles de l'art. Parler d'artefact, c'est parler de quelqu'un, de celui qui a fabriqué. Je vous ai dit, la finalité de ce concept d'objet technique est d'arriver à poser des questions, des problèmes touchant le fabricant, mais de manière très indirecte, ou au bout du processus. Un processus qui commence d'abord par construire un concept détaché du producteur, un concept qui a sa logique interne, ou plutôt un concept qui permet de montrer l'existence d'une logique interne à la technique, permettant les classifications, les catégorisations, la différenciation des étapes d'évolution, etc., etc., de façon à pouvoir contrôler une documentation qui, sans cela, est totalement anarchique. On a des dizaines de millions, et je suis peut-être très en deçà de la réalité, des dizaines de millions de galets éclatés. Bon, évidemment, si on n'a pas des critères extrêmement rigoureux pour classer cette documentation, on ne peut rien lui faire dire. Donc, deuxième idée importante, c'est le détachement par rapport au producteur, quitte à retrouver par la suite la manière de poser des questions de type ethnographique, ethnologique ou historique. Et troisièmement, très important, il n'y a pas d'objet technique, on ne peut pas définir dans l'univers dont parle Boëda, d'objet technique indépendamment du mode de production. Ça ne suffit pas de parler de débitage laminaire ou de lame. Il y a différentes manières d'aborder le débitage laminaire, de produire des lames. Boëda est allé chercher chez Simondon des concepts qui lui paraissent extrêmement commodes, abstraction, concrétisation. Il y a une manière abstraite de débiter des lames, il y a une manière beaucoup plus concrète de débiter des lames ou de fabriquer des bifaces, peu importe. Donc, trois éléments importants, je résume. Premièrement, le caractère non immédiatement donné, vraiment conceptuel, construit de l'objet. Deuxièmement, l'indépendance par rapport au producteur, de façon à faire émerger, à dégager une logique interne à vocation critique de la technique. Et troisièmement, l'importance du mode de production. Bien, alors la question que je pose, c'est est-ce que, aujourd'hui, le philosophe doit s'équiper, conceptuellement, s'équiper comme le préhistorien, qu'est Eric Boëda, ou comme l'ethnologue, parce que
ce qu'a présenté Eric Boëda en termes de construction d'un concept d'objet technique, on trouve exactement chez Leroy-Gourhan. Leroy-Gourhan, à travers les notions qui ont été présentées de fait, de degré du fait, de tendance, etc., construit un concept d'objet. Si vous lisez son archéologie du Pacifique Nord, c'est-à-dire sa thèse d'ethnologie, Leroy-Gourhan s'intéresse à un très vaste ensemble de populations qui couvre l'essentiel de l'Asie, mais qui passe par le détroit de Bering aussi, et qui descend ensuite le long de la côte américaine et qui va rentre dans le territoire, vers les Esquimaux, etc. Bon, bref. Il veut rendre compte de la manière dont c'est organisé, différencié sur le plan ethnique, d'habitation du territoire, cette masse humaine continue. Et pour cela, il commence par se donner un concept, par construire un concept d'objet technique. Tout le début de l'archéologie du Pacifique Nord, c'est construire un concept d'objet extrêmement rigoureux, de manière à pouvoir organiser une documentation extrêmement hétérogène, extrêmement vaste, et à lui faire dire des choses concernant les articulations naturelles, si on veut dire ça comme ça, de cette population, de cette masse humaine continue. Comment faire en sorte que ce que je vais dire de cette population corresponde à la façon dont elle s'est effectivement organisée et non pas à des projections dont Leroy-Gourhan dit subjectives, ethnocentriques, etc., dont Leroy-Gourhan dit qu'elles étaient très habituelles dans l'ethnologie de son temps. Donc, est-ce que le philosophe, pour faire face aux problèmes qu'il peut se poser aujourd'hui, face au développement des technosciences, est-ce que le philosophe doit s'équiper comme le préhistorien ou comme l'ethnologue, c'est-à-dire se forger un concept d'objet technique au sens que j'ai dit chez Boëda et avec la fonction qu'il a, d'analyse critique, de différenciation, etc. C'est pas évident. Pas évident. En tout cas, ça semble pas faire consensus et plus, je dirais même que la majorité des philosophes, des techniques, ne semblent pas aller dans cette direction. J'en veux pour exemple un rapport sur la biologie de synthèse qui a été remis en 2010 et qui émanait de la Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain en Suisse. Donc un rapport sur la biologie de synthèse dans lequel les membres de la commission s'interrogent sur le statut moral des micro-organismes. Est-ce que les micro-organismes ont un statut moral ou pas? Alors, je ne rentre pas dans le détail de ce rapport. Les membres de la commission sont partagés. Certains disent oui, parce que ce sont des êtres vivants, et à partir du moment où ce sont des êtres vivants, ils ont un statut moral. D'autres disent non, parce qu'ils ont une approche plutôt pathocentrique, c'est-à-dire que ce qui définit le statut moral, c'est la capacité à percevoir pour soi-même un dommage, et on ne peut pas présupposer chez les bactéries cette capacité. Rien ne nous indique que les bactéries ont cette capacité, donc on ne peut pas leur accorder un statut moral. Bref, il n'y a pas d'accord. Mais ce qui est très intéressant dans ce rapport, c'est qu'il semble y avoir consensus sur au moins 2 points. Le premier point, c'est que les micro-organismes sont appréhendés de manière homogène. C'est-à-dire, quel que soit le type d'intervention technique que l'on fait subir aux micro-organismes, et il peut y en avoir, il y en a pléthore, quel que soit le type d'intervention technique qu'on fait subir aux micro-organismes, eh bien, la question de leur statut moral, des enjeux éthiques qui se posent au sujet de ces manipulations, reste la même. Enfin, les questions sont exactement les mêmes. Les questions ne sont pas affectées par le type d'intervention que l'on pratique, et donc par le type d'être qui résulte de ces interventions. Deuxièmement, je cite le rapport, la façon dont les êtres vivants voient le jour, les micro-organismes, que ce soit dans le cadre d'un processus naturel ou d'une autre façon, n'a aucune influence sur leur statut moral. Fin de citation. C'est-à-dire que le statut moral d'un être, les questions que nous avons à nous poser au sujet de notre relation à lui, à travers la technique, qui sont quand même des questions cruciales aujourd'hui, ne sont pas du tout affectées par les processus de production de ces êtres. Ça n'intervient pas, ça n'entre pas en ligne de compte. Donc vous voyez bien qu'à travers ces 2 prérequis, ces 2
consensus, enfin, ces deux éléments consensuels dans le rapport remis par cette commission, eh bien, l'intérêt d'avoir un concept du type de celui qu'a construit Eric Boëda pour ses propres objets, enfin pour ses propres éléments, pour son propre matériau d'étude, ne semble avoir strictement aucun intérêt. Le concept de Boëda permet de distinguer extrêmement finement des êtres techniques et de leur faire dire des choses extrêmement différenciées en les situant dans des séries, etc. Manifestement, si on traite les micro-organismes exactement sur le même plan, sur les micro-organismes sur lesquels nous intervenons techniquement. De manière indifférenciée, le premier intérêt de ce concept d'objet disparaît. Deuxièmement, si on ne s'intéresse pas au processus de production, on le considère comme inessentiel, alors que justement le concept d'objet, tel que Boëda l'introduit, sert justement à faire entrer le processus de production en ligne de compte dans la différenciation des êtres, eh bien, vous voyez que pour cette deuxième raison, il semble totalement inutile d'en passer par un concept d'objet un peu plus sophistiqué justement que l'artefact. C'est-à-dire le simple fait que ce soit fait de main d'homme. Cette posture, ce relatif désintérêt finalement pour un concept extrêmement fin de l'objet technique, critique, se retrouve dans l'histoire de la philosophie. Et je dirais même, je passe très vite là-dessus, vous pourrez vous reporter au texte, que c'est en bonne partie contre un point de vue centré sur les objets que s'est développée la philosophie des techniques, je parle du XXe siècle essentiellement, y compris dans sa fonction critique. Si vous regardez chez Heidegger, par exemple, qui est peut-être le philosophe emblématique de cette posture, Heidegger dit explicitement que pour accéder à l'essence de la technique, à l'essence du phénomène technique, il faut commencer justement par dépasser le point de vue des objets. On peut voir un avion posé sur une piste de décollage comme un objet, dit Heidegger, il n'y a pas de problème, c'est exact. Mais si on le considère comme cela, l'avion, on manque complètement ce qui fait son essence. C'est une idée que l'on retrouve chez Jacques Ellul, dont vous avez entendu parler, alors qui est dans une optique qui est complètement différente de celle de Heidegger. Je cite Ellul très rapidement. Ce n'est pas l'objet, ce qui caractérise la société technicienne, je cite là, ce n'est pas l'objet, c'est le moyen. Nous arrivons à cette conclusion décisive que notre univers n'est pas un univers d'objets, qu'il n'y a pas un système des objets, ce qui est une critique de Baudrillard. Il n'y a pas un système des objets, mais un univers des moyens et un système technicien. Fin de citation. J'ai un troisième exemple, une troisième occurrence, d'un philosophe qui s'appelait, il est mort, Dominique Janicot, qui, quant à lui, est un spécialiste de Heidegger, notamment, de philosophie allemande, et qui écrit la chose suivante: s'il est vrai que la technique au XXe siècle est le lieu d'une mutation sans précédent et manifeste un événement fondamentalement nouveau, la prise en compte de cet événement par la philosophie oblige celle-ci à raviver son questionnement. Donc il faut réformer ses concepts pour faire face à quelque chose qui nous arrive, pour le penser adéquatement. La technoscience comme événement à situer, à méditer, devient aussi, par l'ampleur des questions qu'elle suscite, le choc en retour philosophique qu'une trop sage historiographie ou conceptualisation de l'objet technique occultait. Fin de citation. C'est-à-dire que si on veut comprendre quelque chose à l'événement technoscientifique, en gros, eh ben, il ne faut surtout pas s'arrêter aux objets techniques. Il faut produire d'autres types de concepts. On pourrait trouver d'autres citations. Les philosophes qui se sont, au contraire, attachés à faire ce que dit Janicot, c'est-à-dire forger des concepts à la mesure des enjeux contemporains, et qui se sont attachés à forger un concept d'objet, sont extrêmement rares. Simondon, s'il est peut-être aussi lu aujourd'hui, aussi intéressant, aussi souvent évoqué, utilisé, etc., c'est peut-être parce qu'il est l'un des rares à avoir proposé un concept d'objet pouvant nous aider à nous repérer dans le fatras des êtres très bizarres, souvent, qui sortent des laboratoires ou qui sont à l'étude dans les laboratoires. Et qui sont au moins aussi déroutants, disparates que les galets, voire plus même que les galets
dont parlait Éric Boéda. Alors, il faudrait peut-être nuancer un petit peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire que la philosophie des techniques, les philosophes des techniques, pris de manière générale, a relativement fait l'impasse sur l'objet. Il faudrait nuancer un peu cela parce que, à partir de la fin des années 70, début des années 80, un certain nombre de philosophes s'emparent de la question technique en prenant le contre-pied de ce qui se faisait avant, de ce que ces philosophes-là ont appelé la philosophie classique des techniques, en essayant justement d'avoir une approche plus empirique, d'avoir une approche plus informée de la diversité des techniques. Il ne s'agit plus de parler de la technique, d'essayer de comprendre comment la technique affecte la condition humaine ou comment la technique fait fonctionner de manière globale des effets de domination. Il s'agit de regarder un peu plus précisément ce qui se passe dans les lieux de conception, d'innovation, bref, d'être capable de penser l'hétérogénéité des techniques et leur contextualisation sociale. À regarder de plus près, ces philosophes qui inaugurent ce qu'on a appelé un tournant empirique en philosophie des techniques, à regarder de plus près, des gens comme Don Heidi, des gens comme Andrew Finberg, comme Carl Mitcham, comme Albert Borgmann, qui sont les principaux représentants de ce renouveau, de ce shift en quelque sorte, eh bien, ces gens proposent des concepts nouveaux, il y a des choses extrêmement intéressantes, mais finalement, l'objet est très peu présent. Don Heidi, c'est beaucoup plus une continuation du projet phénoménologique qui consiste à décrire les structures fondamentales, en gros, de l'expérience humaine et de la connaissance humaine, du rapport de l'être au monde de l'homme, et en montrant comment la technique structure cette expérience et cette connaissance. Albert Borgmann est beaucoup plus intéressé par le concept de dispositif plutôt que par celui d'objet. Il s'inscrit vraiment dans la continuité de Heidegger, etc. etc. Je ne vais pas les énumérer tous. Cette génération de philosophes qui pourtant s'est réclamée d'une approche plus contextualisée, plus empirique, mieux informée, au contact notamment de la sociologie des sciences et des techniques des années 70, des années 80. Eh bien, ces philosophes n'ont pas réellement fait porter leur attention sur les objets techniques. Il faut peut-être attendre le milieu des années 90 et surtout le début des années 2000, donc c'est tout récent, pour voir se développer ce que j'indiquais au début de mon exposé, une philosophie of artifacts. Et là, on se dit, eh bien, on a affaire là à une nouvelle génération de philosophes qui se réclament d'un tournant empirique aussi, mais d'un autre type de tournant empirique, au sein de laquelle le concept d'artefact, c'est-à-dire un concept qui va s'emparer de la diversité des choses techniques, un concept d'artefact va être vraiment le concept directeur. Bon, on pourrait essayer de se demander pourquoi. J'ai une réponse, je vous la propose. Après, évidemment, il y en a d'autres possibles, certainement, elle est discutable. Il me semble que cet intérêt pour les artefacts, pour un concept d'artefact, s'explique par le tournant interventionniste de cette génération de philosophes. C'est-à-dire on a affaire à des gens qui, à partir des années 90, surtout des années 2000, ont voulu faire autre chose que produire des discours, des analyses sur la technique, comme c'était le cas encore dans les années 80, mais ont voulu intervenir activement dans les processus de design technologique. Et qu'à partir du moment où vous voulez peser dans le design, dans les processus de conception et d'innovation, c'est intéressant de se demander, mais au fond, qu'est-ce que c'est qu'un artefact, hein? Qu'est-ce que c'est que cette chose à laquelle, à la construction de laquelle, à la définition de laquelle je veux participer. Donc c'est peut-être l'infléchissement interventionniste, le tournant interventionniste de la philosophie des techniques en direction d'une implication dans les processus de design qui peut expliquer, sur le plan conceptuel cette fois, l'intérêt pour la notion d'artefact. Il y a aujourd'hui toujours deux orientations majeures, développement majeur de cette philosophie des artefacts. Une orientation post-phénoménologique sur laquelle je ne vais pas m'attarder pour la simple et bonne raison que vous avez la chance d'avoir demain celui qui est aujourd'hui sans doute son représentant le plus important, Peter Paul Verbeek, qui viendra vous parler, je pense, de son concept de médiation technique. Peter Paul Verbeek, aujourd'hui, continue
la démarche inaugurée par Don Heidi, une démarche post-phénoménologique. Donc je laisse ça de côté. L'autre grande orientation est une orientation plus métaphysique. Oui, cette philosophie des artefacts se situe vraiment dans un contexte géographique extrêmement limité, je veux dire, enfin, en territoire, en production intellectuelle très intense, mais en territoire plutôt limité, c'est les Pays-Bas. Hein. C'est le pays aujourd'hui qui est le plus actif et le plus innovant, sans doute, dans ce domaine. Donc l'autre grande contribution à la philosophie des artefacts, toujours néerlandaise, donc d'inspiration plutôt métaphysique, a été lancée au tout début des années 2000 dans le cadre d'un programme qui s'intitule The Dual Nature of Technical Artifacts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là essayent de se forger un concept d'artefact en l'envisageant comme la rencontre entre une intention, ça c'est la première nature, c'est l'intention du fabricant, du designer, et une structure matérielle, c'est la deuxième nature. De dual nature, la double nature, c'est qu'il faut penser l'artefact à la fois du point de vue de l'intention qui a présidé à sa fabrication, à sa conception, mais aussi comme une structure matérielle qui fonctionne. Donc c'est à travers en fait une théorie des fonctions, on parlait ce matin de la notion de fonction, que ces philosophes essayent de construire leur concept. Juste quelques éléments sur ce concept-là. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire premièrement que malgré l'affichage, enfin la volonté au départ, dans les faits, la nature intentionnelle est privilégiée par rapport à la nature matérielle. Au fond, le programme de Dual Nature, cette vision métaphysique de l'artefact, reste extrêmement dépendante de ce que Simondon appelait le schème illémorphique, c'est-à-dire expliquant une réalité, quelle qu'elle soit, par l'encontre entre une forme et une matière. Et effectivement, il y a une négligence, une certaine forme de négligence dans les descriptions de ces auteurs, une forme de négligence à l'encontre de la structure matérielle, c'est-à-dire des formes implicites qu'elle porte, de son agencement propre, et de la façon dont ses propriétés internes, ces formes implicites, affectent évidemment le processus de design. C'est-à-dire qu'on ne peut pas implémenter n'importe quelle intention dans n'importe quelle structure matérielle. Cette dimension-là est relativement minorée par la philosophie des artefacts. Donc, on privilégie, et c'est d'une certaine manière, cette limitation est dans le mot lui-même. Je le disais tout à l'heure, artefact, ce qui est fait par art, vous insistez avant tout sur la dimension fabricatrice, c'est-à-dire sur la production, l'activité productrice et sur le producteur. C'est fait de main d'homme. Vous avez des auteurs qui ont souligné, un certain nombre d'auteurs qui ont souligné cette limite, ce qui pose un problème. Pourquoi? Eh bien parce que, on regarde dans les nanotechnologies par exemple, des objets, des êtres qui sont aujourd'hui étudiés sous la pointe des microscopes qui permettent de les étudier, de leur faire des choses, etc. Eh bien, vous avez des êtres qui sont des êtres techniques, c'est-à-dire qui ont un fonctionnement qui correspondent peut-être, mais beaucoup plus tard, à des perspectives d'application, des possibilités d'application, mais au moment où ils sont étudiés, au moment où se dégage un schème technologique, au moment où se dégage de l'étude une possibilité opératoire nouvelle, ces êtres-là ne sont pas du tout inscrits dans des perspectives d'application. C'est-à-dire que ces schèmes opératoires, bien souvent, ne sont pas la rencontre entre une intention préalable, chez l'instrumentiste, chez le scientifique qui conçoit l'expérimentation, et une structure matérielle. Ça ne correspond pas à la réalité de la constitution de ces êtres comme êtres techniques à l'étude dans toute leur détermination. Donc cette approche prioritairement artefactuelle, intentionnelle de la technique peut poser un problème. Deuxièmement, et c'est la deuxième limite que je vois à ce concept d'artefact,
je l'ai dit, il repose sur la notion de nature. Un artefact, ça a deux natures, une nature intentionnelle, une nature matérielle. Les philosophes de ce courant-là ne s'intéressent pas prioritairement au processus de genèse, au processus de constitution des artefacts. Les artefacts sont envisagés comme étant des êtres constitués dont il faut élucider à la fois les deux natures et surtout leur mode d'articulation, en faisant référence, en recourant à une métaphysique développée dans un contexte nord-américain, j'insiste pas là-dessus. Mais ce n'est pas le processus de genèse, le processus de production qui intéresse les philosophes de ce courant-là. Et donc vous voyez que, premièrement, on privilégie l'intention, c'est-à-dire la dimension artefactuelle, au détriment finalement de ce qu'on a sous les yeux, parce que, j'ai pris l'exemple globalement des nanotechnologies, mais je vais prendre d'autres exemples dans les biotechnologies plutôt, et vous allez voir c'est exactement la même chose. On n'a pas forcément affaire à des êtres qui correspondent à une intention préalable, mais plutôt à des êtres du monde qui viennent prendre place dans le monde. Et si intention il doit y avoir, ou application intentionnelle, ça n'arrivera que plus tard. Et deuxièmement, c'est une philosophie qui ne met pas en avant l'importance des processus de production. On est complètement, là encore, et c'est pour ça que je pense que cette philosophie ne tranche pas véritablement dans ce que je disais il y a 10 minutes ou un quart d'heure, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout dans une optique comme celle de nos collègues préhistoriens ou ethnologues dans l'effort qu'ils font pour forger un concept d'objet permettant justement de dissocier l'être technique du producteur, de le considérer en quelque sorte dans sa logique propre, et deuxièmement, de le rattacher à ses modes de production, qui sont différenciants du point de vue du statut ontologique des êtres. Alors, au final, qu'est-ce que ça donne? Je vais regarder d'un peu plus près ce que nous disent ces philosophes, alors pas forcément ceux du courant artefactuel, mais les gens de la Commission fédérale suisse pour la biotechnologie dans le domaine non humain. Je vais regarder quelques exemples de manipulation de micro-organismes. Essayons de les prendre au mot. Voyons si, à travers tous ces exemples, je vais en prendre 3, voyons si, à travers ces exemples, on peut effectivement considérer que tout cela est équivalent sur le plan ontologique, on a affaire au même type d'être, et que les processus de production n'ont strictement aucun intérêt sur le plan de l'évaluation. Des enjeux éthiques, notamment. 3 exemples. Premier exemple, très connu. Au printemps 2010, Craig Venter, qui est un ancien acteur majeur du programme Génome humain, du séquençage du génome humain, et qui est devenu une star de la biologie de synthèse, enfin, d'une certaine approche de la biologie de synthèse. Donc Craig Venter et son équipe ont annoncé à grand renfort de publicité, avec une mise en scène dont Craig Venter a le secret, la fabrication d'un génome synthétique, qu'ils ont pu insérer avec succès dans une bactérie qui avait été préalablement vidée de son ADN. Donc en fait, ils ont d'abord séquencé le génome de la bactérie, d'une bactérie Mycoplasma capricolum. Ils ont fait la synthèse artificielle au laboratoire du génome de cette bactérie, contrôlée par un ordinateur, et ils ont inséré ce génome entièrement synthétique, qui est à très très peu de choses près exactement le même que le génome originaire, que le génome entre guillemets naturel. Ils l'ont inséré dans une autre bactérie, Mycoplasma mycoïde, qui avait été vidée de son ADN. Et la bactérie Mycoplasma mycoïde, dotée de son ADN synthétique, a continué de vivre, de se répliquer pendant plusieurs heures. Bien, voilà un premier exemple d'intervention dans un micro-organisme. Deuxième exemple, une équipe japonaise, il y a une bonne dizaine d'années, a conçu un dispositif qui permet d'utiliser des bactéries pour actionner une micro-machine. Alors, qu'est-ce que c'est que cette micro-machine? En fait, c'est censé être un petit moteur, c'est un stator monté sur un rotor monté sur un stator, et qui est fixé un rail de silicium.
Donc vous avez un rail, et sur laquelle on a fixé la petite roue dentée. Et l'idée, c'est de forcer les bactéries à s'engager dans le rail et avancer, 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 par paquets comme ça, et en avançant, de faire tourner la roue. Donc les bactéries avancent et font tourner les pales de la roue à mesure qu'elles avancent. Donc pour cela, il a fallu modifier génétiquement les bactéries. Pour qu'elles adhèrent à la surface du rail, il a fallu évidemment aussi préparer la surface du rail pour qu'il y ait une correspondance avec les bactéries. Donc c'est une ingénierie de surface pour le rail, et puis du génie génétique, enfin pour la modification génétique des bactéries. Troisième exemple que je prends dans le domaine médical, ce sont des exemples de recherche en cours ou bien enfin, qui ont donné lieu à des publications. Donc ce n'est pas de l'invention. Donc c'est une équipe de nanorobotique au Canada, au Québec, qui travaille depuis plusieurs années à la mise au point d'un nanovecteur de médicaments, donc d'une petite vésicule qui est destinée à acheminer le principe actif, le médicament, sur le site d'intérêt, là où il doit être délivré, de manière extrêmement fine. Donc un nanovecteur de médicaments qui fait intervenir, au moins à l'une des phases du projet, des bactéries dites magnétotactiques et aérotaxiques. C'est quoi ça? Eh bien, ce sont des bactéries dont la propriété est de se déplacer en se guidant sur le nord magnétique. Elles sont sensibles au nord magnétique et elles se dirigent spontanément vers le nord magnétique. Et elles vivent aussi dans des milieux très pauvres en oxygène. Aérotaxiques, c'est-à-dire qu'elles vont se diriger, elles vont avoir une propension à aller vers des milieux appauvris en oxygène. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Enfin, quel est le concept derrière cette recherche? Eh bien, c'est, bon, je vous passe tous les détails, mais en gros, à une phase du projet qui fait intervenir ces bactéries, c'est de pouvoir générer, pour traiter un cancer par exemple, de pouvoir générer le nord magnétique sur une tumeur, d'injecter dans le sang du patient un nanovecteur attaché à ce type de bactéries, contenant le principe actif attaché à ce type de bactéries, de façon à ce que la bactérie se dirige spontanément par les vaisseaux sanguins vers le nord magnétique, c'est-à-dire sur la tumeur, et délivre le principe actif. Avec un double effet, c'est-à-dire que la tumeur est une espèce de micro-organisme très vascularisé, très complexe, qui consomme beaucoup d'oxygène, et que donc là où il y a tumeur, il y a un milieu pauvre en oxygène. Donc ça fait double attraction pour la bactérie magnétotactique et aérotaxique. Donc voilà encore un exemple d'utilisation technique d'un micro-organisme, mais qui, je vais vous faire remarquer ça, et je vais accélérer parce que je n'ai plus beaucoup de temps, qui ne comporte pas de manipulation génétique. Donc 3 types d'interventions sur des bactéries. Dans le texte, j'ai pris d'autres exemples, alors pas sur des bactéries, mais sur des mammifères, cette fois sur 2 chèvres, en comparant 2 êtres, là encore, issus de la technique. Une chèvre standard que vous allez trouver dans des bergeries, je ne sais où, est issue d'une sélection artificielle. Bon, et une chèvre, là c'est une réalisation des années 90, si ma mémoire est bonne, que l'on a modifié génétiquement pour lui faire fabriquer du fil d'araignée. Il s'agissait d'obtenir du fil d'araignée qui a des propriétés mécaniques, notamment extrêmement intéressantes par rapport à l'acier, etc. Donc comment faire fabriquer ce matériau très intéressant de manière à pouvoir l'utiliser industriellement? Eh bien par des chèvres. Chèvres génétiquement modifiées. Donc là encore, la question c'est, mais est-ce qu'on a affaire à 2 êtres qui sont identiques sur le plan ontologique, entre lesquels il n'y a aucune différence? Dans les 2 cas, on a affaire à un artefact, c'est-à-dire on a une intention qui préside à l'intervention, et une intention qui s'articule à une structure matérielle. Il s'agit en l'occurrence d'une structure vivante, un organisme. Par ailleurs, si on commence à dire que le mode d'intervention n'importe pas, eh bien, voilà, on va dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et que modifier génétiquement une chèvre pour lui faire produire du fil d'araignée et pratiquer des processus de sélection artificielle, c'est-à-dire sélectionner des animaux sur critères phénotypiques, c'est exactement la même chose. On pressent confusément, au moins, l'insatisfaction de cette posture. Et pourtant, rigoureusement, si on veut être totalement
clair avec ce concept d'artefact, c'est ce à quoi on est conduit. L'artefact ne permet de dire rien de plus que c'est fabriqué de main d'homme ou que c'est quelque chose qui est issu d'une intention et d'une production humaine. Alors, en quelques mots, là-dedans, l'intérêt d'un concept qui rejoint le type de problème que pose Boëda concernant son propre matériau d'étude, mais qui intéresse aussi celui qui veut essayer de se repérer un peu dans ce fatras, dans cette diversité d'êtres. Et il suffit de se limiter aux micro-organismes, moi ça me va très bien. Eh bien, l'intérêt d'un concept comme celui de Simondon, c'est précisément de faire trois choses. Et je vais détailler un tout petit peu. Premièrement, Simondon définit un être, le statut ontologique d'un être, en référence à son mode de production. C'est la genèse, ce qu'il appelle l'individuation, qui conditionne ce que sont les êtres, qui conditionne leur statut ontologique. Deuxièmement, ce qui définit un être, ce qui conditionne son mode d'existence en tant qu'individu, c'est l'ordre de grandeur dans lequel a lieu l'intervention technique. Ou plutôt, l'ordre de grandeur dans lequel a lieu l'intervention technique est absolument déterminant du statut ontologique des êtres. Je reprends mes exemples de chèvres, micro-organismes, peu importe les chèvres, c'est très bien. Si je fais de la sélection artificielle sur critères phénotypiques intéressants, eh bien, j'ai une intervention technique normative, c'est-à-dire j'ai un intérêt, mais qui va devoir s'articuler d'une manière ou d'une autre à la normativité propre de l'espèce à laquelle j'ai affaire. Quitte à faire violence à cette normativité. Je veux dire, un élevage industriel, alors de chèvres, de porcs, de ce que vous voulez, fait une violence inouïe à la normativité intrinsèque des êtres, c'est-à-dire au fait que les êtres sont porteurs de leurs propres normes. Mais en aucun cas, je n'invente, pour la chèvre, pour le porc, de nouvelles normes vitales. En manipulant une chèvre pour lui faire fabriquer du fil d'araignée, en modifiant un organisme, un micro-organisme comme celui de Venter, parce que si on arrive à fabriquer synthétiquement un génome intégralement, eh bien on peut programmer le génome de façon à ce que la bactérie accomplisse des fonctions qui n'ont strictement rien à voir avec ses normes propres en tant qu'être vivant, eh bien on a affaire évidemment à une articulation tout à fait différente sur le plan ontologique entre la norme technique, les normes techniques, sous-tendues par les intérêts du producteur, et les normes du vivant. Et je me limite encore une fois à ce que j'ai sous les yeux dans le type de rapport que j'évoquais tout à l'heure. Donc on a des êtres qui finalement, sur le plan de leur mode d'existence, et en l'occurrence plus précisément ici sur la manière dont s'articulent le technique et le biologique, les normes techniques et les normes vitales, présentent des différences majeures, qui ne posent pas les mêmes problèmes. Ce n'est pas la même chose chez Venter de fabriquer un être pour lui faire des choses qui n'ont strictement rien à voir avec ses normes propres, et d'exploiter la normativité vitale d'une bactérie magnétotactique pour la faire conspirer à un but que nous nous sommes fixés. Dans les deux cas, une instrumentalisation du vivant, si vous voulez. Dans les deux cas, une intervention dans la vie. Mais qui produit des êtres dont les statuts n'ont strictement rien à voir, qui ne posent pas du tout les mêmes questions quant à la valeur de notre rapport à la vie ou au vivant. Bien, donc, pour résumer, avant de soulever une dernière question, le problème de la philosophie des artefacts, et qui, me semble-t-il, bloque notre capacité à introduire des distinctions fines entre tous ces êtres, qui sont quand même ce qu'il faut penser aujourd'hui. Alors, pas simplement dans la bio-ingénierie, mais dans l'ingénierie des matériaux, dans d'autres types d'ingénierie, évidemment.
Donc, problème d'une approche trop rivée à la nature intentionnelle des êtres, qui préside à leur fabrication, au détriment d'une prise en compte de ces êtres du point de vue de la place qu'ils sont destinés à prendre dans le monde, du point de vue du type de relation qu'ils vont avoir à d'autres êtres, du point de vue du type de normes d'existence qu'ils vont pouvoir développer dans leur relation à d'autres êtres ou pas. Deuxièmement, sous-détermination du mode de production, alors que c'est précisément dans les modes de production et dans les niveaux, les ordres de grandeur où s'exercent ces modes de production que se situent les différences ontologiques et donc de portée aussi normative, morale en particulier. Et troisièmement, donc une définition, somme toute, dans la philosophie des artefacts, une définition, somme toute, très substantialiste des êtres, une définition extrêmement substantialiste, en termes de nature, finalement. Et si vous regardez, c'est vrai, les exemples pris le plus souvent par les philosophes des artefacts, ce sont des choses de sens commun, des choses qui tombent sous le sens. Ils prennent beaucoup l'exemple des tables, une chaise, en se demandant comment une intention a été s'est articulée ou s'articule à une structure matérielle, qui peut être en bois, en fer, etc. Mais peu de travaux sur ces objets extrêmement déroutants qui sont malgré tout sous nos yeux. Donc, pour terminer, l'intérêt d'un concept d'objet, à la différence du concept d'artefact, et je reprendrai une expression de Simondon, l'intérêt du concept d'objet, c'est de reconnaître qu'il y a une normativité propre des êtres techniques, une logique interne, des normes selon lesquelles l'objet technique, l'être technique, doit être examiné, et qui sont les siennes propres. C'est exactement ce que fait Boeda. Je veux dire, Boeda construit un concept d'objet qui permet de juger la technique, de juger le très vaste répertoire des galets éclatés, enfin des silex, selon une logique qui leur est propre, et qui n'est pas la logique du producteur, qui n'est pas une logique intentionnelle, qui n'est pas celle d'un usager, qui n'est pas celle d'un artisan qui avait une intention sociale, une intention d'usage derrière. C'est-à-dire qui considère les êtres comme ayant une autonomie normative par rapport à un producteur. Je termine, enfin, j'ai encore deux... Non? Je m'arrête sec ou... Non, mais conclu, mais vraiment... Bon, rapidement. Je voudrais vous citer une deuxième fois, enfin, Simondon, je n'ai pas donné la citation précédente, c'est pas grave, dans un entretien qu'il a eu avec Yves Deforge. Sacha y reviendra tout à l'heure, je crois, donc je vais rapidement. Yves Deforge lui demande, mais qu'est-ce que vous appelez un objet technique? Pourquoi est-ce que vous avez introduit ce concept, etc. Ce qui montre d'ailleurs qu'il y a un enjeu. Deforge le voit bien. C'est pas évident de parler d'objet technique. Et Simondon répond la chose suivante. Je crois qu'on pourrait dire qu'objet technique doit s'entendre en deux sens. Être objet, ce qui est relativement détachable, donc il faut l'envisager indépendamment du producteur, avant de pouvoir éventuellement se faire un concept critique permettant de revenir au producteur. Mais il faut commencer par l'envisager comme étant détaché du producteur. D'autre part, est objet ce qui, dans l'histoire, peut être perdu, abandonné, retrouvé, en somme, ce qui a une certaine autonomie, une destinée individuelle. Quand l'industrie produit des objets, qu'elle les lance sur le marché, après elle se désintéresse d'eux et ils ont leur existence toute personnelle. En somme, ce sont comme des organismes, bien qu'ils ne soient pas vivants. Voilà pourquoi on peut parler d'objet. Fin de citation. Donc ça peut choquer d'assimiler un être technique, un objet technique à un être vivant. Mais ce que veut dire Simondon, c'est que dans les deux cas, on a affaire à des individus. Et ce qui définit un individu chez Simondon, à un moment donné, c'est qu'il est porteur de son propre système de normes. C'est-à-dire que toute intervention sur cet individu doit être évaluée à l'aune d'un système de normes qui est rattaché à l'individu lui-même. Ça vaut pour le vivant, micro-organisme ou chèvre ou autre chose. Ça vaut aussi pour les objets techniques dont nous a parlé Boeda. Il y a une fonction normative de ce concept d'objet technique.
Eh bien, ça ouvre sur une perspective extrêmement intéressante et qui nous ferait, alors pour le coup, explorer une autre tradition de philosophie des techniques, en particulier française et allemande, qui est une tradition de philosophie des techniques, on l'a vu tout à l'heure avec Charles, avec Leroi-Gourhan, qui va s'efforcer de penser la technique à la fois dans sa normativité propre, mais aussi, précisément parce qu'il s'agit d'un individu qui va prendre une place dans le monde, qui doit être construit comme ce qui a son propre système de normes, qui va venir télescoper, qui peut télescoper d'autres systèmes de normes. C'est une problématique extrêmement bergsonienne. La technique est une activité qui s'inscrit dans la vie, mais c'est une activité qui est créatrice de valeurs, nouvelles dans le monde, et que ces valeurs que la technique pose dans le monde, que nous posons dans le monde à travers la technique, peuvent venir télescoper, mais au sens brutal du terme, c'est-à-dire en contradiction avec des valeurs vitales. Que ce soit les valeurs vitales portées par certains organismes sur lesquels nous intervenons, ou bien que ce soit nos propres valeurs vitales en tant qu'êtres vivants. Donc toute la problématique de Bergson, qui ensuite sera celle de Leroi-Gourhan, mais aussi de Simondon, c'est de questionner ce décrochage toujours possible, voire cette contradiction entre les normes techniques et les normes vitales. Et que la question peut-être qui se pose aujourd'hui et que le concept d'objet permet, le concept d'objet technique, un concept d'objet technique comme celui-là permet de poser, c'est précisément de réintroduire la question du vivant, la question des normes vitales dans le déploiement de la technique. Comment faire réinsister en permanence cette question du vivant, cette question de la normativité vitale dans les processus de conception technique. On en a eu un exemple extrêmement intéressant tout à l'heure avec Nicolas et son histoire de chaise. C'est être assis, etc. C'est pas simplement être un cerveau connecté à des interfaces numériques, etc. C'est aussi être un vivant dont la biomécanique, et ça Leroi-Gourhan l'a montré, suit un plan de construction extrêmement rigoureux. Et que faire de cette dimension biomécanique que Leroi-Gourhan a ressaisie à travers ses tracés précis, etc. Que faire de cette dimension-là dans les processus de design? Je termine là-dessus. Je ne suis pas convaincu, enfin je ne connais pas pour le coup très bien ce champ-là, mais que la philosophie du design, en particulier telle qu'elle se développe chez les mêmes auteurs qui sont à l'origine de cette philosophie des artefacts, qui sont aussi des philosophes du design, prennent véritablement en compte, et j'espère que vous comprenez pourquoi on n'en est pas vraiment surpris, cette dimension vitale du rapport à la technique. Merci.